Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dont tels sont les principaux faits. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est rentré aujourd'hui dimanche en milieu d'après-midi au pays à l'issue de sa participation aux travaux de la 8e édition du Global Islamic Finance Award GIFA à Sarajevo. Et cette initiative de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haït, qui a organisé une marche blanche en hommage à la jeune Mahado Daher, sauvagement assassinée à Lissabihi. Et en Syrie, ce premier retrait d'un groupe rebelle après l'accord tenu par les Russo-Turcs. C'était le sommaire, bienvenue sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, est rentré aujourd'hui dimanche au milieu d'après-midi au pays à l'issue de sa participation aux travaux de la 8e édition de la Global Islamic Finance Award GIFA à Sarajevo, la capitale de la République fédérale de la Bosnie-Herzégovine. Le Global Islamic Finance Award a valeur d'une des plus importantes institutions œuvrant pour la promotion de la finance islamique dans le monde. Outre la conception et l'adoption des mesures favorables au renforcement de la finance islamique, la GIFA dédie un autre volet de ses activités à l'attribution de prix aux dirigeants, personnalités et institutions se distinguant par une action positive pour la finance islamique. Le chef de l'État fait partie du cercle restreint des dirigeants qui ont déjà reçu le prix du chef de l'État de la GIFA. C'était en septembre 2017 qu'il eut ce prix et qu'il est ainsi devenu le second chef d'État africain à avoir cette distinction. Outre le prix du chef de l'État, la GIFA décerne également une dizaine d'autres distinctions à des institutions et personnalités remarquées pour leurs actions favorables à la finance islamique. Parmi ce dernier prix de la GIFA, il y a celui décerné chaque année pour le meilleur banquier de la finance islamique. Le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane Ali, a cette année reçu le prix 2018 du meilleur banquier de la finance islamique. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh donc a pris part à cette cérémonie où le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti a reçu le prix 2018 du meilleur banquier de la finance islamique. Le chef de l'État est en visite donc en Bosnie-Herzégovine depuis vendredi dernier. La cérémonie de remise du prix s'est déroulée dans un hôtel dénommé Hills de Sarajevo en présence de délégués, personnalités et représentants de nombreux pays et d'institutions financières œuvrant pour le développement et le sort de bonnes pratiques concernant la finance islamique. Tout comme Djibouti, honoré en 2017 à Astana par les organisateurs du Global Leadership in Islamic Finance Award, GIFA, c'est à la Bosnie-Herzégovine et son leader qui échoua cette année 2018 le prix en reconnaissance des réformes structurelles cruciales initiées ces dernières années avec la modernisation et l'harmonisation de la législation bancaire et l'amélioration du climat des affaires. Eh bien, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, donc a remis le prix qu'il a reçu en 2017 à son homologue de la Bosnie-Herzégovine. Dans un discours tenu pour l'occasion, le président Guelleh a exprimé à cette occasion ses plus vives félicitations à Bakir Izetbegović, président de la Bosnie-Herzégovine, pour le progrès remarquable enregistré par son pays afin de pérenniser la stabilité, d'améliorer son attractivité pour les investissements et diversifier ses activités économiques. S'adressant à son homologue de Bosnie, le chef de l'État a indiqué que le prix qui lui est attribué par les membres du comité des Awards vient couronner le travail accompli en faveur de la finance islamique. Tout d'abord, j'adresse l'expression de nos sincères remerciements et notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple de la Bosnie-Herzégovine, a tenu le président Guelleh, pour toutes les dispositions prises en vue de l'organisation du 8e Global Islamic Finance Awards. Je tiens également à exprimer mes plus vives félicitations à Bakir Izetbegović, président du collège présidentiel de la Bosnie-Herzégovine, pour les progrès donc remarquables enregistrés par son pays afin de pérenniser la stabilité, d'améliorer son attractivité pour les investissements et diversifier ses activités économiques. Monsieur le Président Izetbegović, il m'échoit aujourd'hui
l'immense honneur de vous remettre le prestigieux Global Islamic Finance Award dans cette belle ville de Sarajevo. Ville martyre, il y a un quart de siècle lors de la guerre des Balkans, aujourd'hui Sarajevo donne le plus bel exemple du savoir-vivre ensemble des diverses communautés religieuses et linguistiques. Le seul canon qui tonne est celui du Smajo, le canonnier qui du haut plateau du Zuta Tabija fait tonner le canon pour annoncer la fin du jeûne du Ramadan. Monsieur le Président, ce prix qui vous est attribué par les membres du comité des Awards vient couronner le travail accompli en faveur de la finance islamique. Il constitue aussi un stimulant qui contribuera, j'en suis convaincu, comme cela a été le cas pour mon pays, à la promotion et à la vulgarisation de la finance islamique. Votre pays, la Bosnie-Herzégovine, a initié ces dernières années des réformes structurelles cruciales avec la modernisation et l'harmonisation de sa législation bancaire et l'amélioration du climat des affaires. Toutefois, tout comme chez nous, vous avez besoin d'investir massivement dans les infrastructures publiques pour maintenir le niveau de croissance à des taux élevés afin de réduire la pauvreté et le chômage et offrir des meilleures conditions de vie à votre population. Dans un contexte international marqué par le tarissement des liquidités, la finance islamique constitue une réelle alternative et un complément pour faciliter la mobilisation des ressources financières nécessaires pour le financement de grands projets d'infrastructures et du développement durable. Monsieur le Président, distingués participants, à titre d'illustration, permettez-moi de vous donner un bref aperçu du développement de la finance islamique dans mon pays. Le secteur financier de la République de Djibouti a connu un développement rapide depuis 2006 sous l'impulsion des banques islamiques. L'arrivée des institutions financières islamiques dans le paysage bancaire a permis d'accroître la concurrence dans le marché et de diversifier l'offre des produits et services bancaires. Avec une part de marché sans cesse grandissante, 20%, et des produits novateurs, les banques islamiques ont su attirer une clientèle plus large et améliorer les indicateurs et l'inclusion financière. La gestion prudente des banques islamiques basée sur le partage des risques et les financements garantis par des actifs a incité les banques conventionnelles à innover continuellement leur gamme des produits et services et à améliorer ainsi leur relation avec la clientèle. C'est ainsi que le secteur financier, qui s'appuie sur une devise stable et librement convertible, participe au financement de l'économie dont la croissance se situe entre 5 et 7% depuis ces dernières années. Monsieur le Président, distingués participants, pour conclure, je remercie les organisateurs de la GIFA et félicite Bakir Izetbegovic, président du collège présidentiel de la Bosnie-Herzégovine, et l'ensemble des lauréats de l'année qui se sont distingués par leurs travaux et réalisations pour la promotion et le développement de la finance islamique. En marge de sa visite à Sarajevo, le président de la République, Ismail Margeele, s'est rendu donc hier au milieu de la matinée au musée de la mairie où il a été accueilli par le maire de Sarajevo, Abdullah Skaka. Le président Guelleh a fait une immersion au sein de l'ancien bâtiment de la mairie, un lieu historique pour ce pays où le maire a présenté la ville et de son riche patrimoine. Le musée de la mairie est situé dans un sous-sol de la mairie de Sarajevo, un bâtiment qui est l'un des symboles reconnaissables de la capitale de la Bosnie-Herzégovine et un symbole mondial de la rencontre des civilisations. L'exposition permanente du musée retrace l'histoire de la rénovation de la mairie depuis presque 2 décennies. Selon les explications du maire Abdullah Skaka au chef de l'État, la mairie a été inaugurée en 1896 pendant l'occupation austro-hongroise de Sarajevo. Située à l'intersection de 3 rues principales de Sarajevo, la mairie est un monument au multiculturalisme de la Bosnie. Le bâtiment a été utilisé en tant que tribunal municipal et parlement jusqu'en 1948. En 2003, le gouvernement de Sarajevo a décidé que le bâtiment abrite le siège de l'administration de la ville ainsi que de la Bibliothèque nationale et de l'Université de la Bosnie-Herzégovine. Le style pseudo-mort était une tentative austro-hongroise de développer un style national bosniaque pour permettre aux valeurs héritage de l'islamique de la Bosnie-Herzégovine acquis pendant plus de 400 ans. On témoigne également du pouvoir d'attraction de Sarajevo en tant que trésor de l'architecture nationale ottomane, austro-hongroise et bosniaque.
Après sa visite au musée de la mairie, le chef de l'État a effectué une visite guidée à pied, cette fois dans la vieille ville de Sarajevo, accompagné du maire de la ville et les autorités djiboutiennes. Le président Guelleh s'est rendu dans le centre étroit de la ville. Au cours de cette visite, il a été informé des divers détails concernant la construction des bâtiments ainsi que d'autres données historiques pertinentes sur ces monuments sacrés qui témoignent du patrimoine culturel extrêmement riche et diversifié de la Bosnie-Herzégovine. Ce centre historique de la ville abrite une succession de petites maisons d'architecture ottomane, toutes converties en boutiques, cafés et restaurants, avec une place centrale où trône la célèbre fontaine appelée Siblic. C'est le point névralgique de Sarajevo, avec des boutiques d'objets artisanaux, des tapis, des tasses à café et cafetières par exemple, mais aussi des mosquées, notamment la grande mosquée Gazi Oursev, construite en 1531. Avant la guerre, il s'agissait d'une des plus belle mosquée des Balkans, un symbole architectural de la période ottomane. De nombreux bâtiments sont construits à côté des anciennes maisons ottomanes comme une continuité. On passe d'un empire à l'autre dans la même rue, d'une influence orientale à un style européen classique. Le chef de l'État a eu l'occasion également de saluer plusieurs touristes et des pédestrians bosniaques présents sur place au cours de ce déplacement. L'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la Turquie et le gouverneur de la Banque centrale accompagnent le chef de l'État dans ce déplacement. Le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, et l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, Adan Hussein, ont assisté à la cérémonie de remise du prix et aux discussions entre le président Guelleh et son homologue bosniaque. Suivant la réaction du gouverneur de la Banque centrale. Nous sommes venus avec le chef d'État, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, pour participer à la distribution des prix de JIVA. Le JIVA, c'est une cérémonie qui est composée de toutes les institutions financières internationales, composée des universitaires, des directeurs de banques, et des banques, toutes les banques qui sont concernées par l'évolution de la finance islamique. Comme vous le savez, l'année dernière, notre président a eu le prix du meilleur leader qui soutient la finance islamique, et ce rôle lui a été décerné l'année dernière à Astana. Cette année, le meilleur prix qui est décerné en général au chef d'État a été décerné au président bosniaque pour l'encourager dans ses efforts dans la promotion de la finance islamique, mais aussi pour encourager le pays, la Bosnie, à profiter de ce que la finance islamique peut apporter en termes d'alternatives de financement de leur économie. Vous savez que la Bosnie-Herzégovine a vécu il y a à peu près un quart de siècle un désastre. Beaucoup de problèmes, de conflits entre populations, et depuis ils sont en train de remonter la banque. C'est un pays dont la majorité de la population est composée de musulmans, et donc les banques islamiques ont vraiment beaucoup de chances de s'y développer. Le président a bien voulu honorer de sa présence pour transmettre le prix au président bosniaque. Il est aussi de tradition que le détenteur du prix précédent remette le prix au chef d'État suivant. Le président de la République a été remarqué pour ses efforts depuis plusieurs années dans le soutien qu'il apporte tous les ans à la promotion de la finance islamique. Il est vraiment connu dans le monde de la finance islamique pour tous ses efforts et tout son soutien qui sont inestimables et qui nous permettent à Djibouti d'être connu comme une place financière qui attire pratiquement toutes les années tout ce que le monde de la finance islamique a d'experts, d'universitaires pour faire à la fois la promotion de la finance islamique mais également la promotion de notre pays, pour que ce produit qui est tant essentiel à la croissance économique puisse apporter de meilleurs fruits pour la croissance.
En bref, et sans image, avec ce message du chef de l'État Ismail Margueli qui a adressé aujourd'hui ce message de félicitations à son homologue chinois Xi Jinping, dont le pays commémore le 69e anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a souhaité plein succès au président Xi dans ses efforts visant à connecter son pays avec davantage de progrès et de prospérité. Il a également formé l'espoir d'un plus grand épanouissement au peuple ami chinois. À Djibouti, nous sommes d'autant plus fiers de nous joindre à la commémoration de la fête nationale chinoise que cet événement est synonyme pour nous des valeurs de persévérance, de créativité et d'ingéniosité qui caractérisent aujourd'hui la République populaire de Chine, a écrit le président Gueli. Nul doute que votre pays a valeur indéniable de référence et de modèle de succès pour toutes les nations qui, comme la République de Djibouti, inspirent au développement durable, a-t-il poursuivi. Le chef de l'État djiboutien a par ailleurs profité de l'occasion de ce télégramme pour réitérer à son homologue chinois la satisfaction et la disponibilité de notre pays à poursuivre et promouvoir les partenariats gagnant-gagnant qu'il entretient dans plusieurs secteurs névralgiques avec la République populaire de Chine. Fin de citation. Une grande figure du paysage politique du Djibouti vient de nous quitter en la personne de Ali Assoui Waïs, dit Ali Aye, qui s'est éteint cet après-midi à l'hôpital Pelletier à l'âge de 93 ans. Dès l'annonce de son décès, le président Ismail Margueli a adressé un message de condoléances à la famille du défunt en souhaitant que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Ali Assoui, qui laisse derrière lui une veuve et 9 enfants et 25 petits-enfants, est né en 1925 à Ouéa. Il était entrepreneur de travaux publics à la retraite et figurait parmi les grands notables que compte le pays. Il était très apprécié pour sa générosité, ses œuvres de bienfaisance au profit des orphelins et des démunis qu'il a toujours protégés. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais en titre, cette marche blanche qui est organisée ce dimanche à Ali Sabié à l'initiative de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, en hommage à Mahado Daïr, 16 ans, sauvagement assassiné il y a une semaine. Les membres du gouvernement, l'UNFD, pères, mères et familles, des familles enseignants et surtout des centaines de lycéens étaient au rendez-vous pour dénoncer d'une même voix cet acte de barbarie sans précédent dans la région. La marche a débuté à l'entrée de la ville. C'est vêtus tous de t-shirts blancs sur lesquels on pouvait lire « Justice pour Mahado » que les participants, et en particulier les lycéens, scandaient en même temps sur tout le parcours de la marche. Pour les organisateurs, plus d'un hommage et l'expression d'une solidarité, il s'agissait avant tout de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui s'est passé et dire « plus jamais ça ». La marche blanche marque la détermination aussi des Assadjouk pour connaître la vérité dans cette affaire tragique, comme le témoigne la mobilisation exceptionnelle lors de cette manifestation. De nombreuses mères et des sages d'Ali Sabié y ont participé. Sur leur banderole étaient marqués des messages comme les Okkal d'Ali Sabié disent non aux actes de barbarie contre nos enfants, notre culture et notre religion ne nous permet pas. La marche s'est achevée devant la préfecture où a eu lieu un immense rassemblement de tous les participants. Les intervenants issus du gouvernement et de la société civile se sont succédés pour dénoncer fermement l'acte sauvage dans un premier temps et rassurer ensuite la population que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Parmi les intervenants, on note le cheikh Abdillahi qui a ému tout le monde dans une brève prêche contre la violence en général et surtout dans celle d'une atrocité inqualifiable dont a été victime la jeune Mahado Daïr. Elle représentait une révérence pour la classe. Elle nous manque déjà. On ne la reverra jamais. Orpheline de père, elle n'a pas manqué de dynamisme pour rendre la vie comme elle vient, car elle travaillait pendant les vacances pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa mort est une tragédie pour la région, une perte totale pour la communauté du lycée et de sa famille en premier lieu. Plus jamais ça, on ne l'oubliera jamais. Écoutons donc à présent les propos du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Soussouké. Et les enseignants du lycée Arey ont crié, brisant les tabous,
le silence et les lycées de tout notre pays lancent les mêmes messages. Les filles surtout, attention, cessez et stop aux violences sur les femmes et les filles en général et sur la jeunesse tout entière. La jeunesse djiboutienne tout entière lance cet appel et rejoint la jeunesse à Sédhiou, la famille qui a perdu cette petite perle, en disant tout haut, cessez, ça nous suffit, arrêtez la violence faite aux filles. La société civile djiboutienne tout entière nous a rejoints aujourd'hui dans la région d'Ali-Sébié et sur le chef-lieu. Cette société civile djiboutienne lance et fait les mêmes appels, les mêmes messages. L'UNFD lance les mêmes appels, les mêmes messages. Cessez, stop à la violence faite aux femmes et filles. Nous vous avons entendu. Les membres du gouvernement, avec le Premier ministre, le Président de la République, lancent leur message de condoléances à la famille scolaire, à sa famille des classes, les filles en particulier, et les élèves, tous les élèves du lycée. Message casse, Retour sur cet événement tragique. C'est un lundi 24 septembre où un corps sans vie est découvert sur un terrain vague derrière l'hôpital régional d'Ali-Sébié. La suite dans ce commentaire avec Abdelrahman Chibache. Lundi 24 septembre, il fait presque 16 heures quand un corps sans vie est découvert ici, sur un terrain vague derrière l'hôpital régional d'Ali-Sébié. La découverte est macabre. Les corps d'une jeune fille violée, ligotée, lacérée, d'une violence rare. Le corps est identifié. Il s'agit de Mahadou Daher, une jeune lycéenne disparue depuis une douzaine d'heures. L'information circule rapidement parmi les Assadjoug et sur les réseaux sociaux. C'est la consternation, le choc total. Dans le voisinage de la défunte, dans les quartiers dits Château d'eau, la peur s'est emparée des habitants. Face à une telle barbarie, ils trouvent à peine les mots pour exprimer ce qu'ils ressentent. si aad iyo aad aan uga xumaanay waxaan joogaa magaalada hadday ugu yar tahay 50 sanadood baan joogaa anigu Al-Sabih ma arkin weli arrintan oo kale de samir waxda ka wanaagsan ma jirtay. L'enquête est confiée à la brigade scientifique et criminelle de la police nationale. Une équipe est dépêchée de la capitale pour appuyer et renforcer les enquêteurs sur place. Les investigations sont en cours. En attendant, cette vague d'indignation mobilise les élèves du lycée Arey qui se sont réunis ce dimanche matin pour rendre ensemble un hommage à leurs camarades sauvagement assassinés avant de prendre part à une marche organisée par l'UNFD. L'émotion est vive. Beaucoup sont en pleurs. Le meurtre de Mahadou Daher a bouleversé toute la communauté éducative, en particulier les lycées où elle suivait ses cours en classe des secondes. Ses camarades, ses amis se souviennent d'elle comme une battante qui mettait tout de son côté pour réussir. Orpheline de père et issue d'une famille pauvre, Mahadou Daher travaillait chez les autres en faisant le ménage ou du babysitting pour pouvoir s'habiller correctement, acheter ses fournitures scolaires et aider ainsi sa mère qui les nourrit, elle et ses deux frères, en vendant des épices dans les quartiers. Cette soif de vivre et d'aller de l'avant lui sert à ôter un soir du 23 septembre alors qu'elle n'avait que 16 ans. Les responsables du lycée et ses camarades de classe de seconde sont toujours sous le choc. Cet acte nous a touchés. Ça a touché tout le monde. Le sentiment qui prédomine aujourd'hui, c'est un sentiment de perte. Nous avons perdu quelqu'un. C'est une douleur pour nous, pour l'établissement, pour les élèves, pour le personnel, pour toute la communauté à Sédhiou. C'est une douleur. Nous ressentons cette douleur au fond de nous-mêmes.
Mahado Dahir Shire, c'était ma camarade de classe, en classe de 9e et maintenant aussi en classe de seconde D. Elle m'a vraiment touchée, elle était plus qu'une copine pour moi, elle était une sœur. On s'amusait bien, on partageait le temps difficile, le pire, même le meilleur. Je suis vraiment choqué, je suis toujours dans le choc et ça me touche vraiment. Qu'une sœur et une camarade de notre classe se fait assassiner, ça me touche. Et ça nous touche. Le meurtre de Mahado a réveillé les consciences. Nombreux sont qui ont exprimé leur dégoût, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les autres médias. Car toujours, face à une telle tragédie, le message reste le même. Plus jamais ça. Lors de la marche de ce dimanche, donc, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Hassan Idriss Samlier, s'est également exprimé. هديتنا ومن الله وين إلهي وكان نصادي إلهي وكان نصادي إلهي وكان نصادي وحال هذا يا بوليس يجتار في مجال الجوال هذا وحال كذا هاي وحال نقول بقى إنا استولده ورتي سلوكي يشوف خاطرات وإنا هم اسكوش نويا وإنا اسكوش نويا استولده ورتي صار مخاطرات كلهم مشاع وحال. Retour à la capitale où, sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, l'Académie de la police nationale Idriss Farah Abani a abrité ce matin la cérémonie de lancement officiel de la première promotion de la formation initiale d'officiers. Cette formation destinée à 30 policiers qui vont acquérir des connaissances en management sur le commandement ainsi que les enquêtes judiciaires. La cérémonie qui a été parrainée par le Premier ministre s'est déroulée en présence du directeur général de la police nationale, le colonel Abdelahi Abdi Farah, du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le chef des corps Zakaria Cherif Ibrahim, le représentant de l'Organisation mondiale de la migration, plusieurs officiers et sous-officiers issus de la police nationale, ainsi que de nombreux invités y ont pris part à la cérémonie. Cette formation sera assurée par des officiers djiboutiens. Ainsi, des formateurs djiboutiens vont prodiguer et transmettre leur savoir-faire aux jeunes officiers. kuwa matalaya safarada asxaabtaan nahay wadanada asxaabtaan nahay dhammaantood talabaad. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est félicité lors de son interview de cette initiative de prise en charge de la formation par des officiers djiboutiens. Au moment du lancement de cette formation, comme vous voyez ici, vous avez une grande salle. Nous avons visité aussi là où les officiers seront hébergés ainsi que leurs formateurs. Donc l'institution de la police a vu grand déjà dès le début. Elle n'a pas uniquement construit des classes, elle a aussi construit les logements où les stagiaires seront hébergés ainsi que leurs formateurs. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes arrivés donc à terme de ces constructions et les premières parties des stagiaires seront formés prochainement. Ils sont déjà été recrutés. Ça va durer, c'est une formation qui va durer 18 mois. Et je pense que avec cette formation, les officiers seront mieux outillés pour faire leur travail d'investigation, travail d'investigation criminelle bien sûr, travail aussi de lutte contre le terrorisme. Et n'oubliez pas que quand il s'agit, quand nous avons des difficultés dans le pays, c'est la police qui est au premier rang.
Voilà, donc pour nous c'est très important d'avoir des agents de police, des officiers de police bien formés. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier de formation aux membres de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, en étroite collaboration avec l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a lancé ce matin cet atelier de renforcement des capacités des nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme et la société civile. C'était à l'Institut diplomatique. Au cours de cet atelier qui va durer 3 jours, plusieurs thématiques aussi riches que variées seront présentées et expliquées aux participants par un panel d'éminentes personnalités, dont des spécialistes de droit, mais aussi des experts en la matière. Le respect de la cohésion sociale. Avec les objectifs du développement durable à l'horizon 2030, les droits de l'homme ouvrent la voie vers un monde sans discrimination ni exclusion, un monde de paix, un monde de prospérité durable. Selon le ministre de la Justice, l'objectif de cet atelier entre aussi bien dans le cadre de la promotion que dans celui de la protection des droits humains. Depuis sa création en 2008, la CNDH a reçu du gouvernement et du gouvernement en général et du ministère de la Justice en particulier tous les efforts pour aider la Commission nationale des droits de l'homme à réaliser pleinement et efficacement les missions nobles de promotion et de protection des droits de l'homme. Cette institution a en 10 ans d'existence connu 2 réformes majeures. L'objectif de ces réformes était de garantir plus d'indépendance, plus d'équité genre et plus de représentativité. Tous les acteurs impliqués dans la promotion et la protection des droits de l'homme sont représentés. La parité genre est, comme le prévoit la loi, quasi assurée. Ces réformes étaient accompagnées par des renforcements des capacités. À ce jour, la Commission nationale des droits de l'homme bénéficie et gère en toute indépendance des moyens humains et matériels qui lui permettent de s'acquitter convenablement des missions qui sont les siennes. Tous ces efforts prouvent, s'il en est encore besoin, que le gouvernement considère la Commission nationale des droits de l'homme comme un partenaire incontournable dans la réalisation des engagements de notre pays dans les droits de l'homme. Mesdames et Messieurs, le gouvernement et le ministère de la Justice en particulier sont toujours à vos côtés pour vous apporter les soutiens nécessaires afin que notre CNDH puisse entamer la procédure d'accréditation et à terme bénéficier du statut A. L'actualité de ce 22h, c'est aussi ce recrutement des professeurs. Les épreuves écrites du concours de recrutement des professeurs et professeurs adjoints du MENFOP pour la rentrée 2018-2019 ont débuté aujourd'hui sur les principaux sites du lycée d'État de Djibouti, le CEM de Boulaos et au CFEFF. Cette année, quelques 2063 candidats participent à ce concours afin de pourvoir aux 350 postes d'enseignants et de formateurs ouverts au recrutement dans 24 disciplines allant des filières d'enseignement général aux filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À l'issue des épreuves écrites, les premières délibérations seront effectives à partir du lundi 8 octobre 2018, puis le second groupe d'épreuves orales, cette fois-ci, se dérouleront dans les journées de mercredi et jeudi 10 et 11 octobre. La proclamation des résultats finaux aura lieu dimanche 14 octobre 2018, comme à l'accoutumée. La délégation conduite par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah, et son homologue du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, Abdallah Ali, s'est rendu successivement sur les principaux sites où concouraient les différents candidats. Au cours de ce déplacement, les officiels des ministères de l'Éducation nationale et du ministère du Travail ont visité les salles du concours pour s'assurer du bon déroulement des épreuves.
La Commission nationale de la lutte contre la corruption a tenu dans les locaux du ministère de l'Équipement et des Transports une réunion de travail portant sur le processus de la déclaration du patrimoine des hauts cadres de ce ministère de l'Intérieur. Le directeur des investigations et déclarations du patrimoine a présenté les différentes missions de la Commission ainsi que les modalités et contenus du processus de la déclaration du patrimoine. Ces déclarations visent tous les hauts cadres de la fonction publique ainsi que toute personne ayant un mandat national ou local. Elle porte sur l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers sur le territoire national comme à l'étranger, dont le déclarant assujetti est propriétaire ainsi que ceux appartenant à son conjoint et à ses enfants. Le directeur de l'investigation et déclaration du patrimoine, Hamzi Abdiaden, nous explique. Aussi de garantir la gestion des deniers publics du pays. Actuellement, nous avons fait pour 16 ministères et pour 851 hauts responsables. Donc, nous comptons terminer le processus de la déclaration de patrimoine de l'administration centrale de l'État avant la fin de cette année. Et nous allons, après cela, partir au corps diplomatique, au corps judiciaire. Et cette perquisition survenue le 26 septembre 2018 vers 15 h, agissant sur des renseignements, les gendarmes de la brigade PK12 Nord se sont transportés au quartier communément appelé Cité Chébillé, situé au PK13. Sur place, les gendarmes ont procédé à l'interpellation d'un ressortissant chinois qui a installé une machine de dessalement d'eau du robinet dans une maison exclusivement louée pour ce commerce clandestin, et ce depuis le mois de juillet 2018. Au cours de la perquisition, les gendarmes ont découvert dans cette maison 40 bobonnes d'eau prête à être vendue. La personne mise en cause approvisionnait en eau minérale ses compatriotes pour éviter qu'ils achètent les marques d'eau locales sans se soucier des règles élémentaires d'hygiène. Dans son audition, le ressortissant chinois a reconnu qu'il produisait 30 à 40 bobonnes de 18,9 litres par jour et les vendait à raison de 800 francs Djibouti à l'unité, soit un bénéfice net de 1 260 000 francs Djibouti. Ne dispose d'aucune autorisation écrite ou verbale de la part des autorités sanitaires compétentes. Il a été placé en garde à vue et déféré devant la justice pour répondre de ces actes. Cet avis de recherche pour clore l'actualité nationale, M. Omar Roble Okiye, qui est atteint d'un trouble mental, est recherché par sa famille. Il a quitté le domicile familial depuis début septembre et n'est plus réapparu depuis, n'ayant aucune nouvelle sur son sort. La famille le recherche désespérément. Toute personne l'ayant connu ou pouvoir avoir la moindre information sur lui est priée de téléphoner au numéro 85 90 51 ou le 86 47 59, je reprends, le 77 85 90 51 ou le 77 86 47 59 ou le ramener au commissariat de la police la plus proche. La famille donc remercie d'avance pour ce geste de soutien. Et de là, nous passons à ce qui fait la une aux nouvelles à travers le monde avec Samatar Saïf qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ali, bonsoir à vous. Titre donc la série avec ce premier retrait d'un groupe rebelle après l'accord russo-turc. Effectivement Ali, un premier groupe rebelle pro-Ankara a amorcé son retrait de la future zone démilitarisée dans le nord-ouest de la Syrie en vertu de l'accord russo-turc du 17 septembre qui a permis à Ali de repousser l'imminence d'une offensive du régime sur la province d'Idlib. C'est des unités d'armes lourdes, dont des chars et des canons, dans le sud de la province d'Alep et dans le banlieue ouest de la ville du même nom, qui sont situés dans la zone démilitarisée prévue à l'accord russe turc. Le groupe fort de 8500 à 10 000 combattants fait partie du Front National de Libération, une coalition de groupes rebelles formée depuis août. Ali, il s'agit du deuxième groupe le plus puissant dans le nord du Syrie en termes d'équipement militaire et le troisième au niveau du nombre de combattants. Conclu à Sochi, le contrat du 17 septembre, l'accord entre Ankara et Moscou a permis d'éloigner la perspective d'une offensive militaire du régime syrien, au moins en court terme. Ali. Et au Cameroun, avec ce couvre-feu dans les régions du anglophones de ce pays.
Effectivement, Ali, une couvre-feu a été instaurée de 48 heures et a été décrétée dans la plupart des villes des régions anglophones au Cameroun. N'oublions pas que le Cameroun est divisé en deux, anglophone d'une partie et francophone d'une autre. La vieille célébration du premier anniversaire de la proclamation symbolique de l'indépendance du Cameroun anglophone. Ces couvre-feux dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest étaient en vigueur aujourd'hui, de jour comme de nuit, a impliqué en particulier l'interdiction des transports publics et privés, ainsi que la fermeture des entreprises et des débits de boissons. Peu avant l'instauration des mesures de sécurité, le chef des files séparatistes ont annoncé sur les réseaux sociaux leur intention de célébrer à nouveau la naissance de l'État. Le couvre-feu de 48 heures a été décrété dans la ville de deux régions anglophones du Cameroun. C'était dans les années avant l'indépendance. Ali. Merci Samata Saïd pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.